Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à cette journée porte ouverte, enfin, soirée porte ouverte du département de sciences humaines. Je suis Sophie Garard de la Tour, directrice de ce département et professeure en philosophie politique contemporaine. Je suis accompagnée ce soir de Didier Ottaviani, qui est directeur adjoint, maître de conférence habilité à diriger des recherches en philosophie de la Renaissance, et de Benjamin Busquet, qui est attaché temporaire à l'enseignement et à la recherche et qui prépare une thèse en phénoménologie. Donc bienvenue, je précise tout de suite que ce département est un département de philosophie, donc attention à ceux qui se seraient égarés et qui croiraient assister à la présentation du département de sciences sociales. Il s'agit bien de la présentation du département de sciences humaines qui désigne en fait dans notre école le département où travaillent les philosophes. Alors, voilà, donc dans la présentation ce soir, nous allons vous donner les grandes lignes de la formation au sein de ce département. Nous aurons ensuite une séance de questions et de réponses. Alors, ce département est composé d'une centaine d'étudiants et d'étudiantes, de 11 enseignants-chercheurs et de chercheurs non titulaires, à savoir 7 doctorants contractuels. Donc, ce sont des personnes qui réalisent leur thèse tout en enseignant un peu à l'École normale supérieure de Lyon, ainsi que 2 ATER, dont Benjamin, et une gestionnaire de scolarité. Évidemment, ça ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai bougé la barre de... Euh, Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que Marie-Christine est dans le coin pour me venir en aide? Alors, je vais arrêter le partage et je le relance. Je suis désolée, je vous demande un instant. Peut-être que ça va régler le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, au bout d'un moment, quand il y a rien maintenant, je ne vois plus la barre de partage. Vous croyez qu'on est encore en direct? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je crois. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que là, j'ai plus du tout? Est-ce que... Bon. Ah, ça refonctionne. C'est reparti, désolé. Voilà, donc je vous ai présenté rapidement la composition du département de philosophie. Quelques mots maintenant sur les voies d'accès. Donc, parmi les étudiants et les étudiantes, il y a une quinzaine d'élèves fonctionnaires stagiaires qui sont recrutés par concours. À quoi s'ajoute une dizaine d'étudiants et d'étudiantes qui sont recrutés sur dossier à deux moments, enfin, à deux niveaux de la formation, soit en première année de diplôme, c'est-à-dire pour des étudiants qui passent en L3 ou qui sont en pré-master, ce sont les personnes qui ont déjà obtenu leur licence 3. Et le deuxième niveau de recrutement, c'est en deuxième année de diplôme au niveau du master 1. Donc la procédure pour candidater sur dossier, c'est sur cette application qui s'appelle Cadence, Cadence de l'ENS de Lyon. Donc c'est différent de l'application que vous connaissez sans doute, Mon Master. Et vous avez deux types de dossiers, enfin de candidatures possibles. Le DIP 1 qui correspond à une candidature en première année de diplôme et le DIP de M1 pour une candidature en deuxième année de diplôme. Donc ceux qui rentrent en DIP 1 font 4 années de diplôme chez nous et ceux qui rentrent en DIP de M1 ne font que 3 années. Quelques mots sur les critères d'admission pour Cadence, donc de l'admission sur dossier. Donc, ce qui est pris en compte par le jury, ce sont avant tout les notes que vous obtenez au baccalauréat et pendant vos années en classe préparatoire ou à l'université. Donc, évidemment, nous prenons les dossiers qui nous semblent les plus solides, les meilleurs. Donc, c'est l'excellence des notes qui est le critère principal. À quoi s'ajoute l'orientation recherche de la formation à l'ENS de Lyon? Donc, nous formons des enseignants-chercheurs, ce qui veut dire que dans le dossier, nous privilégions aussi le projet de recherche qui est présenté par les candidats et l'adéquation de ce projet de recherche au domaine de compétences des membres du département. Donc, on valorise le fait que vous soyez intéressé au profil des chercheurs et des chercheuses qui travaillent chez nous, donc que vous regardiez à la fois la liste de ces chercheurs et de ces chercheuses sur notre site, enfin sur le site du département, et voilà, les domaines de spécialité des uns et des autres pour voir si vous pourrez être encadré sur des sujets qui vous concernent. Un troisième critère, c'est aussi les recommandations de vos enseignants et de vos enseignantes. Donc ça, c'est quelque chose à quoi on attache beaucoup d'importance. Enfin, pour ceux qui, parmi vous, là, il y a deux cas de figure. Pour ceux qui viennent de classe préparatoire, nous regardons les notes que vous avez obtenues au concours des ENS et évidemment tout particulièrement la note obtenue en spécialité de philosophie. Et pour les étudiants et les étudiantes qui viennent des parcours universitaires, nous privilégions les bonnes mentions, la mention très bien, et nous valorisons l'interdisciplinarité, notamment les formations en double licence,
dans la mesure où c'est aussi un gage de capacité à assumer une charge de travail importante et à avoir des méthodes, de la méthode, ce qui est extrêmement important pour suivre la scolarité à l'ENS de Lyon, qui est une scolarité exigeante. Donc il faut vraiment des étudiants et des étudiantes solides sur tous les plans méthodologiques, mais aussi du point de vue de la formation des connaissances. Je passe maintenant la parole à mon collègue Didier Ottaviani pour vous dire quelques mots sur la formation. Bien, merci. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit le slider, parce que moi, je ne le vois pas. Bon, j'ai de mon côté, mais Alors, bah, écoute, là, tu es sur la... Oui, je sais pas pourquoi. Moi, je ne j'espère qu'il vois plus. s'affiche. Oui, ça Non, fait. bah, là, les gens ne le voient pas. Bon, alors, bon, de toute façon, je vais en parler. Bah, bonsoir déjà. Donc, notre formation, elle se répartit en plusieurs niveaux. Tout d'abord, il y a une sorte de pré-formation qu'on appelle le pré-master, et dont le but est justement de permettre à tout le monde de se mettre à niveau. C'est-à-dire de consolider la culture philosophique, d'avoir aussi une meilleure méthodologie, et y compris pour les gens qui viennent de classes préparatoires, c'est-à-dire de réussir, eh bien, éventuellement à combler des déficits qu'il pourrait y avoir dans certaines grandes parties de la philosophie antique, bref, de la philosophie éventuellement moderne, et donc réussir justement à préparer les gens à pouvoir réaliser des années de master qui seront véritablement performantes et qui donc permettent de se mettre véritablement à niveau. Ensuite, il y a tout un ensemble d'ateliers de lecture qui vous permettent de préciser en fonction des auteurs les connaissances, et qui vous permettent disons, d'accompagner un petit peu votre travail. Et évidemment, le gros morceau de la formation, ce sont ces trois parcours. C'est-à-dire que nous avons en fait trois parcours de master à l'intérieur du master général qui sera le master philosophie. Il y a d'abord de l'histoire de la philosophie contemporaine, et un parcours qui s'intitule Logique, histoire et philosophie des sciences et des techniques, donc qui est plus orienté sur des spécialisations essentiellement épistémologiques, mais bon, ça peut ouvrir sur d'autres choses, mais c'est vrai que c'est plutôt de la logique et de l'épistémologie. Alors, concernant le parcours histoire de la philosophie et philosophie contemporaine, euh, il y a, disons, deux niveaux. Il y a un niveau de M1 qui finalement est à quelques détails près à peu près similaire, c'est-à-dire que le but est d'avoir véritablement une formation solide, parce que l'on fasse de l'histoire de la philosophie ou que l'on fasse de la philosophie contemporaine, il faut dans les deux cas, bien sûr, une formation en histoire de la philosophie, donc indépendamment et en plus de tout ce qui peut être acquis à l'occasion du pré-master. Certains des cours du master, qui sont des cours assez généralistes, des cours d'introduction, etc., étant aussi dispensés en pré-master. Donc pour les étudiants de pré-master, vous avez aussi accès à des cours qui sont communs avec ceux des masters. Donc le master d'histoire de la philosophie est un master qui se centre plus justement, comme son nom l'indique, sur la version histoire de la philosophie. Donc on essaye de porter une attention sur le fait que bah, il est nécessaire d'avoir des connaissances sur les grandes périodes, c'est-à-dire bah, de la philosophie antique, médiévale et renaissante. Bon, un petit peu quand même, puisque c'est moi qui m'en occupe, donc j'essaye d'amener des choses. Mais évidemment, l'âge classique, bon bref, toutes les grandes étapes de l'histoire de la philosophie, pour que les gens aient une formation qui leur permette d'appréhender notamment l'année d'agrégation avec un socle de connaissances en histoire de la philosophie. Et en M2, c'est la même chose, donc les deux années sont en pure histoire de la philosophie. En philosophie contemporaine, le M2 est plus centré sur des questions contemporaines, comme son nom l'indique, et même s'il s'agit encore d'éléments d'histoire de la philosophie, c'est vrai que c'est plus centré sur des problématiques qui sont, disons, des problématiques d'aujourd'hui, des problématiques, bah, Sophie travaille sur des questions de multiculturalisme, donc on a beaucoup de choses qui vont permettre de penser cette philosophie contemporaine et d'avoir une formation finalement à des questions qui sont d'actualité. Alors il faut voir que cette formation, c'est une formation, comme on dit, à la recherche par la recherche, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement des cours magistraux. Alors il y a quelques cours qui sont des cours, on va dire, introductifs,
si je prends mon exemple, quand je prends une introduction à la philosophie médiévale, bah, c'est histoire de donner les grands jalons. C'est pas spécialement de la recherche, c'est plutôt quelque chose qui va permettre de donner les grandes idées. Par contre, beaucoup de nos cours sont des cours très spécialisés sur disons, des analyses assez pointues sur des auteurs, sur des courants, sur des thématiques, et donc sont présentés à ce moment-là, soit par l'enseignant lui-même, soit souvent par des invités qui sont, en fonction des spécialités, eh bien, sollicités, sur les recherches les plus contemporaines sur la question. Quand bien même il s'agit d'histoire de la philosophie, c'est-à-dire que voir quelles sont eh bien, les dernières recherches sur le platonisme, le cartésianisme, etc. Donc présenter véritablement quelque chose en relation évidemment avec les centres de recherche de l'école, notamment l'IRIM et Triangle, qui sont des laboratoires donc de recherche et qui évidemment dont on est membre euh, en tant qu'enseignant chercheur et dans lesquels eh bien on va avoir justement la possibilité d'être dans une véritable actualité de la recherche. Donc il y a une insistance qui est faite par ça, l'insistance aussi de suivre des colloques, des séminaires, c'est-à-dire des choses qui relèvent de la recherche pure et pas simplement du cours magistral pour véritablement que les gens aient une formation complète. Alors, il y a une spécificité à ce master qui est une année particulière qu'on appelle le FEADEP, qui est une année en fait de formation qui est celle de la préparation à l'agrégation, alors qui se produit en M2. Donc cette formation à l'agrégation est séparée, alors puisque alors pour pouvoir passer à l'agrégation, il faut avoir un M2 de philosophie. Donc l'idée c'est que soit les gens ont eu le M2 auparavant, soit le parcours FEADEP vous donne un master, mais qui ne vous permettra pas ensuite de faire un projet de thèse, c'est-à-dire qu'il faudra faire un second master véritablement centré sur la recherche, mais par contre ça vous permettra de passer l'agrégation, ce qui fait qu'on peut passer l'agrégation euh, dans l'année de M2 après le M1 ou après une année de, enfin 2 années M1, M2 et ensuite une année d'agrégation. Alors cette préparation à l'agrégation, on essaye évidemment autant que possible de faire la totalité du programme, que ce soit pour les auteurs d'écrit ou les auteurs d'oral, et évidemment les différentes langues qui sont mobilisées. Et notre partenariat avec Lyon 3 nous permet, en cas où il y aurait un spécialiste plus compétent sur un domaine très particulier à Lyon 3, eh bien, c'est lui qui se chargera des enseignements. Donc, alors, cette formation à l'agrégation de philosophie, elle se veut véritablement très dynamique. On a des bons résultats. Il y a énormément d'entraînement, puisqu'il y a des devoirs. euh, Attends, hmm. Didier, je pense que Benjamin va présenter la préparation à l'agrégation Ah, de pardon, d'accord. Alors, je laisserai pas trop Benjamin, l'herbe pardon. sous le Oui. pied. Oui, c'est juste que comme c'est dans mon slide, pardon. Alors du coup, je Il n'y a laisse pas de souci, Benjamin. c'est juste que je voulais. Et donc alors, je passe au fait que dans la formation, vous pouvez avoir, si vous avez déjà l'agrégation et un master, une année qui est appelée le projet long de recherche, qui vous permet d'anticiper tout le travail de thèse et de commencer à préparer la formation de thèse. Alors, concernant les différents masters de philosophie, il faut noter que nos maquettes donc insistent sur un côté recherche. Donc il y a par exemple une UE comme actualité de la recherche qui va essayer de voir si les gens participent à des séminaires, vont à des colloques pour que vous soyez sensibilisés au fait que faire de la recherche, c'est aussi participer à l'activité de recherche en dehors des questions de cours. Donc il faut commencer dès le master. Ce sont des maquettes qui vous permettent aussi d'ouvrir sur d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'il y a une UE par exemple qui va être une UE d'ouverture dans laquelle vous devrez prendre un enseignement dans un autre master que celui-ci. Et donc à ce moment-là, vous pouvez aller faire de l'histoire, mais aussi des mathématiques, de la biologie, en fonction des spécialités que vous choisissez. Et il n'est pas totalement irrationnel finalement, si on fait par exemple, si on veut se spécialiser en épistémologie, d'avoir une connaissance, aller voir des UE de physique, de biologie ou de mathématiques, disons des choses qui vont permettre véritablement de se spécialiser pour pouvoir faire une recherche, disons en connaissance de cause. Alors, on a évidemment une importante formation à la méthodologie du mémoire.
et on insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que euh, dans certaines universités, mais si j'en crois les retours les plus récents, peut-être de moins en moins, le M1 est parfois quelque chose qui est, parce que le master c'est en 2 ans, donc le véritable mémoire c'est celui du M2, et souvent le M1 n'est qu'une préparation au M2. Chez nous, il y a véritablement deux mémoires de recherche, c'est-à-dire que à la fin du M1, il y a un complet mémoire à rendre qui fera l'objet d'une véritable recherche. Évidemment, on est moins exigeant que pour le M2, mais néanmoins, on veut que les gens aient un vrai travail d'écriture pour une raison qui est assez simple, c'est que se lancer dans l'écriture d'un mémoire de recherche, c'est comme écrire un livre. Et il vaut mieux, si on a des difficultés, qu'elles apparaissent en M1 plutôt que en M2. Et donc, ça permet d'avoir un entraînement. Alors évidemment, les directeurs sont assez disponibles et donc on peut aider dès qu'il y a forcément un problème pour répondre à des questions, prendre des rendez-vous. Et on forme évidemment parallèlement à la méthodologie propre aux mémoires, puisque c'est des techniques d'écriture qui évidemment sont nouvelles pour les gens qui arrivent en master. On insiste aussi beaucoup sur l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que nos centres de recherche sont des centres souvent interdisciplinaires, c'est-à-dire le fait que la philosophie ne se pense pas dans une sorte de dimension éthérée qui lui serait propre, mais parle de choses qui sont concrètes, de choses qui supposent évidemment que l'on ait des compétences. Aussi dans certains domaines de l'histoire, dans le domaine des sciences, bref, que l'on ait véritablement, mais aussi dans le domaine littéraire, parce que analyser des textes de philosophie, ça peut être aussi une démarche dans laquelle les auteurs que vous choisissez sont des auteurs littéraires. Donc il est important, évidemment, d'être capable de maîtriser différentes méthodologies de la recherche, parce que tout ça fait partie finalement de la philosophie, qui n'est pas une réflexion complètement pure et complètement déréalisée. Alors, ces découvertes des activités de recherche, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, sont adossées à deux centres de recherche qui sont deux laboratoires de l'école. D'une part, Triangle, qui est un laboratoire bon, avec là aussi de l'interdisciplinarité et plus spécifiquement spécialisé sur des questions politiques, sociales, etc. Donc, il va beaucoup travailler avec des départements aussi de sciences sociales ou disons des gens qui sont spécialisés dans ces questions-là, et l'IRIM, donc qui désigne l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités, bon c'est un peu long, qui insiste beaucoup plus sur un aspect qui est assez spécifique à l'école, c'est-à-dire l'histoire des idées, parce que l'histoire des idées, c'est une méthodologie, c'est une réflexion qui est finalement tout à fait particulière, et historiquement, l'ENS, à l'époque où elle était encore, disons, au Moyen Âge, quand j'étais jeune, quand elle était encore à Fontenay-aux-Roses, donc dans la banlieue parisienne, eh bien, il y avait le CERFI, qui était disons, l'ancêtre de l'IRIM, et qui a développé cette histoire des idées, qui, à l'époque, n'était pas du tout quelque chose de véritablement euh, mis en place dans l'enseignement, et donc qui a trouvé sa place, et qui est quelque chose de très particulier, avec une dimension historique forte. Bon, je vous engage à aller voir les pages web des différents laboratoires si vous voulez en savoir plus, parce qu'il y a beaucoup de présentations, et je ne vais pas m'étendre non plus 2 heures, j'ai déjà beaucoup parlé. Je finis juste sur la question du stage, puisqu'il y a obligation en master de réaliser un stage pendant les années de master, et la spécificité de notre formation est que le stage doit être réalisé durant le M1. Alors, nous avons un bureau des stages qui permet de vous accompagner dans la recherche de stages. Les gens peuvent aussi trouver par eux-mêmes des stages, donc ça se fait l'objet de conventions de stage. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'il sera en M1. Alors ça peut être en fin de M1, ça peut être éventuellement dans l'été après l'année pour que évidemment on ne manque pas de cours, parce que le but est évidemment que vous ayez une formation complète de M1. Et le stage peut prendre beaucoup de temps. Mais si on le fait en M1, c'est tout simplement parce que comme il vous faut absolument un master et que le master suppose, c'est des décisions ministérielles, eh bien qu'il y ait un stage. Si les gens ne font pas le stage en M1 et qu'ils choisissent de faire un M2 fait ADEP, donc préparation à l'agrégation, ce n'est sûrement pas l'année de l'agrégation où l'on fait un stage. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire.
Et donc, eh bien, c'est pour permettre à tout le monde de pouvoir choisir la possibilité de passer l'agrégation en deuxième année en réalité de master et puis d'une certaine manière d'être débarrassé aussi du stage. Notons aussi que le stage peut être fait en pré-master et donc être capitalisé et ensuite, il sera validé au cours du master, ce qui est quelque chose que l'on aimerait bien encourager parce que en pré-master, on a quand même plus de temps qu'en master où on a quand même un mémoire à rédiger, etc. Donc le stage, eh bien, c'est quelque chose dont il faut s'occuper finalement assez tôt. Voilà un peu pour ma présentation, donc je laisse. Et pardon à Benjamin pour avoir Il y a pas de mordillé. problème. Juste une petite question, Benjamin, excuse-moi, avant que tu commences à faire la présentation de l'agrégation. Là, en fait, vous voyez pas les Non, diapositives tous les non, deux? non, je vois pas les slides non Moi plus. non Et est-ce plus. que les étudiants les voient d'après ce que tu vois en chat ou parce que moi, je ne vois Non que ce plus. qui... Alors, dans le chat, on me dit que les slides ne sont pas visibles non plus, hein. Bon, de toute façon, j'ai raconté le slide, donc. D'accord, ok. Bah alors, d'accord. Bah, Benjamin, je te laisse la parole. Je sais pas ce qui se passe, je comprends pas. Ok. Ok. Désolée pour l'absence de ces slides. Bon, alors, je vais forcément redire des choses que Didier a déjà pu dire, mais je vais quand même préciser. Alors, bien sûr, une des raisons qui peut vous amener à candidater à l'ENS, c'est sans doute quand même la qualité de sa préparation à l'agrégation. Et comme vous le savez peut-être d'ailleurs, hein, c'est l'une des missions historiques des écoles normales supérieures, hein. Et à l'ENS de Lyon, vous trouverez à la fois une formation solide et des infrastructures quand même particulièrement adaptées à la réussite du concours. Alors bon, je vous propose de présenter rapidement cette préparation et la forme qu'elle peut avoir dans le département de philosophie, afin quand même que vous puissiez en apprécier les spécificités peut-être par rapport à d'autres formations universitaires hein, que vous pourriez, vers lesquelles vous pourriez vous diriger. Bon, alors je peux quand même en parler à la fois comme étudiant, comme ancien étudiant, puisque j'ai moi-même préparé et obtenu l'agrégation à l'ENS, il y a 6 ans déjà de cela, et aussi aujourd'hui comme enseignant chargé de cours d'agrégation à l'ENS, hein. Alors, à quoi ça correspond le master FEADEP, hein, dont on a déjà un peu parlé. Alors, FEADEP, hein, c'est un acronyme, vous le verrez sûrement sur le site de l'ENS. Je précise juste cet acronyme, ça correspond à formation à l'enseignement, à l'agrégation et au développement professionnel. Alors, vous allez le voir, en fait, ça a un sens de dire cela. Ah, je crois que les slides, c'est reparti, ça marche. Voilà. Désolée. Est-ce que vous pouvez voir les slides? Je me permets de juste d'arrêter un petit peu Voilà. dans la présentation. Est-ce que vous voyez les slides? Oui, là, c'est bon. Donc, je confirme. Ça Là, marche. Superbe. Alors, concernant ce master FEADEP, l'originalité, ça a déjà été évoqué par Didier, mais je vais préciser peut-être un peu, c'est qu'on peut y entrer dès la fin du M1. Donc, vous n'avez pas besoin d'un M de recherche pour y candidater. L'essentiel, c'est d'avoir 240 ECTS, hein, soit une licence et un M1, d'accord? Donc, vous pouvez passer le concours entre le M1 et le M2, et c'est pratique parce que ça vous laisse ensuite une année tranquille pour préparer votre sujet de thèse dans de bonnes conditions. Alors, cela dit, hein, vous pouvez aussi vous inscrire en M2, hein, si vous avez déjà validé votre master en dehors de l'école, ça marche aussi. Alors pourquoi on peut passer entre l'agrégation entre le M1 et le M2? C'est que la particularité de la formation à l'agrégation à l'ENS tient au fait qu'elle est diplômante. Elle est diplômante, alors ça veut dire une chose, c'est-à-dire que peu importe que vous réussissiez ou non le concours, vous obtiendrez un master spécifique en fin d'année avec des cours et des formations spécifiques à l'enseignement. Donc dans tous les cas, voilà, vous obtiendrez un master à la fin et voilà, c'est quand même la particularité de la préparation de l'agrégation à l'ENS vis-à-vis pardon, d'autres préparations. Alors maintenant, pourquoi préparer l'agrégation à l'ENS de Lyon? Bon, déjà, les résultats quand même parlent quand même plutôt d'eux-mêmes. J'ai retrouvé ces statistiques sur le site de l'ENS. Alors en 2024, 85% des candidats quand même de l'école ont réussi le concours. Et au sein du département de philosophie, alors vous savez que l'agrégation de philosophie est quand même réputée pour être difficile, mais pour l'avoir préparé, pour avoir préparé les étudiants l'année dernière au concours, généralement les trois quarts des étudiants au département de philosophie sont quand même admissibles. Et à la fin de l'année, alors selon les années, hein, on ne peut pas bien sûr prévoir, prévoir de manière très scientifique. Pour autant, voilà, généralement la moitié de la promotion l'obtient à la fin. Alors pourquoi un tel succès, pardon? Eh bien déjà, comme l'a dit Didier, la formation elle est quand même très complète à l'ENS. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve, vous aurez un enseignant, ce qui n'est pas le cas en fait dans beaucoup d'autres universités. Chaque auteur au programme est couvert. Et en plus, grâce au partenariat effectivement avec Lyon 3 et aussi l'appui de nombreux vacataires et à terre, on arrive à couvrir l'intégralité du programme. Et par-delà en fait ce caractère complet dans la préparation, ce qui est important aussi, ce qui vraiment singularise la préparation à l'ENS vis-à-vis d'autres préparations, c'est que le suivi est extrêmement individualisé. Il est extrêmement individualisé au sens où déjà les promotions sont relativement restreintes, hein.
On est rarement plus de 25 étudiants dans la formation et chaque candidat est suivi de près. Concrètement, on vous propose 4 entraînements par mois aux écrits. Alors bien sûr facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé de composer à chaque fois. On vous propose des cols hebdomadaires avec des doctorants qui sont agrégés, mais aussi, c'est quand même toujours la particularité de l'ENS, on vous propose un tuteur ou une tutrice qui, à raison de 3 heures par semaine, vous voit, discute avec vous et vous permet de travailler de manière ciblée sur vos difficultés ou en tout cas sur les points que vous devez améliorer dans vos copies. Donc, alors, le résultat, c'est que on a vraiment une sorte d'ambiance de promo au sein de l'ENS. Donc, on retrouve un peu cette dynamique positive qu'on peut avoir en classe préparatoire à l'ENS. Et donc, les étudiants se connaissent vite, ils travaillent en groupe, ils partagent des fiches, des ressources, etc. Et on assiste quand même à un niveau qui est plutôt élevé, mais pas stressant. Voilà. Donc, préparer à l'agrégation à l'ENS, ça reste quand même plutôt agréable, paradoxalement. Et pour l'avoir vécu et le voir avec les étudiants cette année, je crois que c'est quand même plutôt, ce sentiment-là est plutôt partagé. Bon, enfin, et là c'est d'un point de vue strictement prosaïque, mais ça peut être quand même utile, l'ENS propose des conditions de travail idéales. C'est-à-dire que vraiment tout va être mis en place afin que vous puissiez travailler dans des conditions qui sont quand même relativement agréables. Alors, d'une part, vous pouvez quand même, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un logement, il y a une possibilité de logement à l'ENS sur le campus, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'habiter à la résidence Bon Amour au sein de l'ENS qui vous permet en fait d'être sur place pour préparer le concours. En plus, voilà, c'est une sorte le campus, une sorte de petite ville dans la ville, hein, puisque vous avez quand même une laverie, une salle de sport, une salle de musique, un théâtre. Enfin bref, vous serez quand même bien accompagné et vous aurez la possibilité d'avoir plusieurs loisirs lors de cette année d'agrégation. Vous avez aussi bien sûr une cantine sur place, le restaurant Crous qui est au sein du campus. Et surtout, et ça c'est quand même l'avantage principal de la préparation à l'agrégation à l'ENS, c'est que vous disposez de la bibliothèque Diderot. Et la bibliothèque Diderot, c'est quand même une ressource absolument précieuse hein, pour préparer le concours, mais aussi, ça rejoint aussi la préparation pour le mémoire, c'est-à-dire que vous avez une bibliothèque qui est ouverte de 9 heures à 21 heures, parfois jusqu'à minuit. Alors, je ne sais pas si ça va être rétabli, mais à mon époque, on pouvait y aller jusqu'à minuit. Et en fait, voilà, c'est parfait pour faire des longues journées de travail et pouvoir travailler dans un cadre décent. Donc voilà, c'est quand même une solution assez idéale pour préparer les concours. Donc voilà, le NES de Lyon réunit comme une sorte de formation complète, un suivi personnalisé et des conditions de travail optimales pour préparer le concours. Et donc voilà, vous serez prêt dans un cadre de travail agréable. Merci. Le son est rétabli. C'est bon. Vous m'entendez? Ouais. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette présentation d'un temps fort, hein. C'est vrai que l'agrégation, c'est une année compliquée, mais en même temps passionnante dans la formation, dans la scolarité de nos élèves. Et voilà, tu l'as parfaitement résumé et présenté tous les avantages de notre école en la matière. Je terminerai juste par quelques mots sur le diplôme de l'ENS. Vous en avez entendu parler dans la présentation générale de l'école pendant la première partie de ces journées portes ouvertes et juste quelques mots à rajouter sur ce qui se passe au sein du département de sciences humaines. Donc, vous y serez amené à valider en plus. Donc, là, ce qu'on vous a présenté dans les formations, c'est principalement les formations. Donc, cette première année de remise à niveau en philosophie après les années de prépa, ensuite qui sont suivies des 2 années de master avec l'agrégation qui se cale au milieu ou après le master. Mais au-delà donc de ces formations qui sont liées à des diplômes, hein, le diplôme de master ou à ce concours, l'agrégation, il y a le diplôme de l'ENS qui est validé par d'autres aspects, d'autres enseignements, euh, d'autres expériences qui viennent en fait vous permettre d'obtenir ce diplôme. Donc le diplôme de l'ENS, on l'obtient à l'issue des 4 années ou des 3 années si vous arrivez au niveau du master 1 via la procédure Cadence. Et donc, au master vont s'ajouter des modules transversaux que vous pourrez choisir selon les thématiques qui vous intéressent, comme l'esthétique ou l'environnement, hein, sachant que l'École normale supérieure de Lyon est très investie sur les questions de transition socio-environnementale. Ce qu'on attend aussi des élèves qui obtiennent le diplôme de l'École normale supérieure, c'est une internationalisation qui est validée par le fait qu'on attend de vous que vous ayez effectué sur vos années de scolarité un séjour dans une université ou dans une entreprise ou dans une administration. Le séjour à l'international n'est pas nécessairement de type universitaire, c'est une expérience à l'international qui doit durer au minimum 3 mois. Et si elle excède les 3 mois, vous obtenez quelques ECTS supplémentaires.
C'est aussi, le diplôme vous encourage aussi à vous initier à la recherche. Alors Didier parlait tout à l'heure de l'actualité de la recherche, où on vous encourage à suivre des colloques ou des séminaires, mais l'ENS de Lyon met aussi en place d'autres types de dispositifs, comme ces laboratoires juniors, qui sont quelque chose d'extrêmement intéressant. Ce sont des laboratoires mis en place, animés par les étudiants et les étudiantes sur des thématiques qu'ils choisissent eux-mêmes. Et donc, ça, c'est une très, très bonne première expérience de la recherche et de l'organisation de la recherche, qui est un point important dans la vie des enseignants-chercheurs. On valorise aussi des activités que vous pouvez, dès les années de master, commencer à pratiquer, communiquer dans des rencontres scientifiques, dans des journées d'études, dans des journées doctorales, publier des articles scientifiques ou de vulgarisation. Donc, toutes ces expériences-là sont valorisées au titre du diplôme. Toujours dans le sens d'une internationalisation de la recherche, on attend des diplômés de l'École normale supérieure d'obtenir une certification en informatique et en langue anglaise. Vous pouvez aussi, dans le cadre du diplôme, si vous suivez un nombre substantiel d'enseignements dans un autre département, dans une autre discipline, vous pouvez valider une mineure au sein de votre diplôme et avoir un diplôme donc, qui serait philosophie, sociologie, philosophie, histoire, philosophie, littérature espagnole. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour la suite de votre parcours. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que le diplôme de l'ENS permet de faciliter le financement de la thèse, parce que cela vous donne un accès privilégié aux contrats doctoraux. Donc, cela vaut à la fois pour les élèves fonctionnaires, stagiaires, mais aussi pour les étudiants et les étudiantes qui sont recrutés sur dossier via Cadence. Voilà donc pour les éléments principaux. Je crois que j'ai oublié aussi de parler des ateliers de lecture qui sont inscrits dans les activités oui, dans les activités du diplôme. Donc, les ateliers de lecture, ce sont des formats de cours réduits en 6 heures, 8 heures, consacrés à la lecture suivie d'un texte classique de la philosophie. Et ça aussi, c'est quelque chose de spécifique au département de philosophie, parce que ce sont des textes de philosophie présentés enfin, étudiés par nos collègues. Voilà, je crois, pour la présentation générale de notre département. On va tout de suite passer à la séance des questions et des réponses. Alors, ce que je propose, c'est que je prenne les questions éventuellement et que Voilà, je... bah, Benjamin, merci ouais, de prendre les questions. Moi, j'arrête le partage. Là, c'est bon, je crois que c'est fini. C'est pas très clair de savoir ce que l'on voit à Oui, l'écran. c'est fini, on ne voit plus le. Et alors, les questions, est-ce qu'on y a accès nous aussi? Sinon, je te laisse nous. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions, donc n'hésitez pas quand même à en poser s'il y a des choses qui restent un peu obscures pour vous, ou même des sujets qu'on n'aurait pas nécessairement évoqués à l'occasion de cette présentation. N'hésitez pas. Voilà, c'est le moment. Ou des points Alors, trop j'ai une sensibles. première question. Alors, je la pose à Didier et à Sophie. Bonjour. Est-ce que la L3 et l'année de pré-master sont la même chose? Bonne question. Alors, non. Alors techniquement, enfin en termes d'enseignement, oui, mais d'un point de vue administratif, non. En L3, c'est donc les personnes qui auraient intégré en tant que carré et qui arrivent chez nous et qui doivent valider la L3, donc ils n'ont pas encore le diplôme de licence, alors qu'une personne qui a QB arrive à l'ENS en ayant par le système d'équivalence son diplôme de licence 3, son diplôme de licence. Donc sur le plan pédagogique, au bout du compte, les personnes qui ont le statut de L3 ou le statut de prémasterant suivront les mêmes cours, parce que cette année-là, la première année chez nous dans le département de philosophie de l'ENS, la première année est organisée au premier semestre avec des enseignements généralistes chez nous à l'ENS de Lyon. Et le deuxième semestre se situe à l'université, à la faculté de philosophie de Lyon 3. Donc, les étudiants de L3 devront aller à la faculté de philosophie de Lyon 3 pour pouvoir valider leur licence et obtenir ce diplôme. Les étudiants de pré-master, en revanche, suivent les cours qu'ils souhaitent au deuxième semestre chez nous, mais sont aussi tout à fait invités à suivre des cours à la faculté de philosophie de Lyon 3, parce que de toute façon, la plupart des cours qui sont donnés chez nous, à l'ENS de Lyon et à la faculté de philosophie de Lyon 3, sont mutualisés. Et donc voilà, cette distinction L3 pré-master, c'est surtout une distinction administrative qui concerne les étudiants. Après, du point de vue des enseignements, c'est principalement une année très similaire. Didier, si tu veux compléter éventuellement. Non, j'ai pas grand-chose à dire de plus. C'est simplement que l'école est simplement diplômante en master et pas en L3. C'est la raison pour laquelle le diplôme de L3 est délivré par Lyon 3 et pas par nous. Et le prémaster est chez nous uniquement. Alors,
j'ai une deuxième question, mais c'est plutôt une clarification. Je voudrais être bien sûr, après une cube, on entre bien en année de pré-master. Et si oui, notre candidature sur dossier doit-elle prendre la forme d'une lettre de motivation et de présentation ou un projet de master? Après une année de cube, vous rentrez bien en année de pré-master. Et si vous candidatez sur dossier, il faut faire un projet de recherche qui ne sera entamé qu'en année de master 1. Donc c'est vrai que pendant l'année du pré-master, vous ne ferez pas à proprement parler de recherche. Vous allez avoir une formation principalement généraliste. Mais malgré tout, dans la procédure, on attend de vous un projet de recherche, puisque cette école forme, comme on l'a dit, à la recherche par la recherche. Et donc l'idée, c'est de voir si vous avez cette motivation à vous lancer dans une carrière liée à la recherche. Et le premier, la meilleure moyen, la meilleure façon, pardon, de l'apprécier, c'est de voir sur quelle thématique, sur quelle période, sur quel type de philosophe ou de philosophie vous souhaitez travailler. Hmm. En lien, toujours, comme je le disais, avec les compétences des membres du département, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont parfaitement légitimes et pour lesquels l'encadrement ne sera pas nécessairement optimal au sein de notre département. Donc, il faut aussi, et ça fait partie de la spécialisation en recherche, hein, la recherche en philosophie est spécialisée. Il faut commencer à comprendre que lorsqu'on veut mener une recherche dans un certain type de département, bah, cette recherche doit être en adéquation avec ce qui est mené déjà au sein de ce département comme type de recherche. Alors, on a une autre question. Alors, par contre, j'ai du mal à la comprendre, mais je la pose quand même. Auriez-vous la gentillesse de nous présenter quelques sujets d'agrégation? Alors, qu'entendez-vous par là exactement? C'est-à-dire des sujets, bon, a priori, si vous voulez retrouver les sujets d'agrégation, ils sont présents sur le site de l'Éducation nationale où vous avez voilà, tous les programmes, les thèmes, les sujets qui sont tombés. Voilà, a priori, je ne suis pas certain qu'on soit en mesure, là, comme ça, de vous donner des sujets d'agrégation possibles. En plus, il y en a énormément. Vous pourrez le constater par vous-même sur le site de l'Éducation nationale. Voilà. Alors, il y a une autre question en revanche qui correspond peut-être plus à nos compétences. Le calendrier des candidatures dossiers pour une entrée en pré-master et en master est-il le même? En pré-master et en master. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire pour l'entrée en diplôme première année ou alors diplôme première année M1? Non, cette année, ça va être désynchronisé. Jusqu'ici, ce n'était pas le cas. Donc, c'est vrai que c'est une nouveauté. Alors, je n'ai pas le détail des dates, mais je sais que la candidature pour entrer en deuxième année, c'est-à-dire les personnes qui seront reçues sur dossier mais qui ne feront que 3 ans chez nous, seront les premières personnes dont les dossiers seront examinés. Et pour les pré-masters, ceux qui veulent rentrer en première année du diplôme, ça serait un peu plus tard. Mais donc ça, les calendriers exacts, je ne suis même pas sûre qu'ils soient encore en ligne parce que je ne suis pas sûre qu'ils aient été votés par le conseil d'administration, mais vous les trouverez très rapidement. À mon avis, c'est vraiment d'ici la fin du mois, enfin, ou en tout cas le début du suivant, vous trouverez les calendriers. Et effectivement, cette année, ils sont désynchronisés, donc soyez très vigilants sur ces dates-là. D'autant que j'ai oublié de le préciser, c'est l'occasion de le faire. Nous allons pour la première fois au sein du département de sciences humaines mettre en place un oral. C'est-à-dire que jusqu'ici, nous n'examinions que les versions papier des dossiers et nous avons décidé d'organiser un petit oral des dossiers qui nous paraissent les meilleurs et les plus intéressants pour le département. Et donc, voilà, il y aura une fois qu'on aura sélectionné les personnes à qui nous ferons passer l'oral, nous vous informerons là de manière individualisée des dates. Très bien. Alors, il y a encore des questions dans le chat, mais est-ce que vous pourriez peut-être les clarifier parce que je n'arrive pas à les comprendre en l'état actuel. Euh, bon, je peux essayer d'en poser une, mais enfin, je ne vois pas vraiment comment y répondre. Alors, pouvez-vous exposer les sujets de mémoire pour différencier le niveau attendu entre celui de M1 et celui de M2 et en vue de passer l'agrégation? Euh, alors, je ne sais pas trop comment y répondre. Euh, ça, ce sera quelque chose que vous verrez avec votre directeur ou votre directrice. Le sujet, il va forcément évoluer. Les coordonnées du sujet vont forcément progressivement se préciser avec les cours que vous pourrez suivre et aussi les indications que votre directeur ou votre directrice vous donnera. Et concernant les thèmes de recherche, alors il y a une autre question. Quels sont les thèmes de recherche? Alors j'imagine que, je sais, alors peut-être que j'explicite, hein,
Mais j'imagine que vous devez poser la question suivante, à savoir comment peut-être construire un projet de recherche en vue du dossier. Est-ce que ça correspond à cette question-là? Alors, je crois que c'est Candice qui l'a posée, si vous voulez bien préciser cette question, s'il vous plaît. Sur les thèmes de recherche, je pense que ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure sur parce qu'on vous suggérait tout à l'heure, à savoir que lorsque vous proposez un projet de recherche qui doit être relativement court, ça ne fait pas plus que de trois pages, c'est ça, hein, Didier, enfin, les projets de recherche qu'on attend dans votre dossier. Enfin, tu me... Non, t'attends. Moi, j'aime bien que ce soit bien développé personnellement. Bon, Donc, toi, alors, c'est quoi la quantité que tu bah, non, indiques? mais pas 100 pages, mais disons 4-5 pages, parce que c'est bien que dans un projet de recherche, il y ait, par exemple, la manifestation d'un état de l'art, c'est-à-dire le fait que on voit que le candidat ne se lance pas dans une recherche un petit peu parce que c'est une sorte d'intuition, donc il y a vraiment une pré-recherche qui doit être faite. Par exemple, si on veut travailler sur, je sais pas moi, Aristote, bah savoir un petit peu quelles sont les recherches déjà faites sur Aristote, les points que l'on veut travailler précisément, sur quelle œuvre, et quels sont les commentateurs, les grands courants, disons, de la recherche vis-à-vis desquels on veut se positionner. Donc il faut que ce soit quand même assez détaillé. Alors, pas 50 pages, mais je pense que viser 4-5 pages est plutôt pas mal parce que je dis ça parce que 3 pages, moi j'aime bien personnellement, bon, moi, je ne suis plus responsable du master d'histoire de la philosophie, mais j'aimais bien qu'il y ait une bibliographie. C'est-à-dire voir qui sont les commentateurs choisis, quels sont les textes de référence qui vont être choisis, pour qu'on voit à la fois le projet lui-même et en même temps le matériau à partir duquel la recherche va être élaborée. Donc il faut quand même le développer un petit peu. Voilà. Alors, pour tout ça, évidemment, vous êtes en classe préparatoire, donc c'est des choses qui vous sont assez peu familières. N'hésitez pas à solliciter vos enseignants de prépa, vos profs de Cagne, pour leur demander un petit peu comment ça se met en place. C'est-à-dire que vous avez évidemment une idée qui sera au départ assez vague et générale. Essayez de la préciser grâce à l'aide de vos enseignants, et notamment pour proposer les éléments dont parlait Didier Ottaviani, à savoir ce qu'on appelle l'état de l'art, c'est-à-dire qui a déjà parlé de ce sujet, donc quels sont les commentateurs qui ont déjà abordé soit cet auteur, soit chez cet auteur telle notion ou tel problème. Et il faut que dans la bibliographie de votre projet, ces éléments apparaissent. Et quand on voit ça, on se dit qu'il y a déjà une, euh, une méthode de recherche qui commence à être en place. Évidemment, on n'attend pas de vous que ce soit complètement abouti, mais au moins qu'il y ait des éléments prometteurs. Et les thèmes de recherche, comme je le disais, doivent à la fois évidemment correspondre à des choses qui vous plaisent, mais aussi avoir un lien avec les époques, les périodes, les courants philosophiques qui sont étudiés, enfin qui sont travaillés par les collègues spécialistes du département. Et vous avez la liste des membres du département sur le site, vous tapez département de sciences humaines ENS de Lyon, vous aurez la liste des enseignants-chercheurs et vous aurez nos thématiques de recherche avec des mots-clés. Vous pouvez ensuite accéder à nos pages personnelles sur lesquelles vous avez toutes nos publications. Donc vous verrez très rapidement sur quoi les uns et les autres travaillent. Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Alors, une question que je pose immédiatement. Est-il possible de candidater dans ce département ayant suivi une spécialité art en CPGE, cinéma notamment? Didier? Alors oui, c'est possible, mais c'est-à-dire que vous allez avoir une majeure qui va être plutôt évidemment du coup art et cinéma audiovisuel. Et donc, vous allez avoir assez peu de philosophie dans votre formation. Donc, on va être déjà très attentif, d'une part, aux notes obtenues à la fois durant l'année en philosophie et au concours, puisque vous avez forcément du coup passé le concours, en philosophie aussi. Le projet va devenir particulièrement important, c'est-à-dire que là, pour le coup, il va falloir que vous montriez dans le projet que vous connaissez vraiment bien la philosophie, les méthodes spécifiques de sa recherche, etc. Et le mais vient aussi du fait que le risque, c'est que comme nous n'avons pas énormément de place, bah, votre dossier se retrouve finalement, eh bien, moins coloré philosophiquement que d'autres dossiers qui ont vraiment une formation très solide et très dure. Donc oui, c'est possible, mais je ne vais pas inventer de faux espoirs. C'est quand même plus difficile. J'ai oublié de préciser tout à l'heure en évoquant les deux voies d'accès par dossier qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont pris en pré-master que de personnes qui sont prises
en première année de Master 1, en DIP 2 M1. Hein, donc, il y a plus de chances, entre guillemets, d'être accepté en pré-master qu'en deuxième année de diplôme. Alors, ça me permet de rebondir immédiatement alors, sur une question et puis j'en reposerai une qui a été posée un petit peu avant. Faut-il former un projet de recherche pour une intégration en L3? Mais là, a priori, la candidature en L3 ne se fait pas par dossier, mais je laisse mes collègues y répondre. Euh, En Candidature fait, en il n'y a L3. pas de candidature en L3. C'est-à-dire que si vous rentrez à l'école en L3, c'est parce que vous rentrez par la voie du concours. Mais vous pouvez pas candidater à l'école en L3, en dehors du concours. Parce qu'on n'a pas de L3. Euh, Mais dans les candidats qui candidatent en DIP 1, certains n'ont peut-être que 2 années derrière eux. Ils n'ont pas encore tous la L3. Ceux qui candidatent en DIP 1, c'est pas une condition pour candidater en DIP 1 d'avoir la L3. Donc ils peuvent être c'est pas une condition bah, pour le diplôme. Ah oui, effectivement, j'oublie le détail du diplôme. Voilà pour le coup. Alors moi, du coup, je faire m'en une occupais pas. candidature cadence en DIP 1, donc quelqu'un qui veut rentrer en première année de diplôme. Je pense que vous pouvez le faire après Hippocagne-Cagne. Enfin, oui, enfin, Didier, si je dis une bêtise, mais je crois. Non, non, mais Et donc enfin, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est juste que si vous êtes reçu sur dossier, il vous faudra quand même passer la liste, enfin faire cette année où vous avez un premier semestre à l'ENS de Lyon et le deuxième semestre à Lyon 3 pour pouvoir valider la licence 3 côté Lyon 3. Mais c'est vrai que c'est un cas de figure, j'ai l'impression qu'il se pose jamais. Donc voilà, Rarement. Moi, a priori, en étudiant que j'ai je jamais stage en vu. licence on a 3, j'ai ja- pas d'étudiants sur dossier. bah oui, c'est ça. Et pourtant, pour avoir examiné pas mal de fois les dossiers, je me rappelle pas que c'était une. Ah, moi, j'ai jamais vu des dossiers non plus qui présentaient ce cas de figure. Alors, Mais c'est pas interdit. Il me semble pas que ce soit interdit. Alors il faudrait regarder les ah ouais, règles. ça, il faudrait regarder sur le Là, diplôme. là, on a un doute tous, vous voyez, on n'est pas Oui, oui, complètement parce que clair. c'est vrai qu'on n'a jamais eu le cas, à vrai dire. Empiriquement, ça s'est jamais présenté. Mais de fait, puisqu'il y a quand même un projet de recherche, j'imagine, à formuler, c'est vrai qu'en licence 3, forcément, enfin, si vous n'avez pas encore de licence 3, peut-être effectivement que le projet sera peut-être moins mature que quelqu'un qui a 3 ans de philosophie derrière lui. Bon, à Sans voir ça. doute, ouais. C'est sans doute pour ça que le cas de figure ne s'est pas présenté. Mais c'est une bonne question. Mais il faut bien regarder quand vous remplissez, enfin, quand vous allez sur l'application Cadence, il y a vraiment la liste des pièces à fournir. Et là, vous verrez bien si c'est possible ou pas. Et il y a de fortes chances que ce ne le soit pas, parce que sinon, on aurait été confronté à ce genre de candidature. Alors, j'ai une autre question. Est-il possible d'intégrer l'ENS de Lyon par la voie du concours AL dans une autre spécialité pardon, que philosophie et raccrocher une L3 en philosophie ou une année de pré-master en philosophie? Alors, ça arrive. On n'y encourage pas forcément les candidats parce que ça crée un sacré bazar après à l'école, des départements qui. Non, en tout cas, c'est possible, mais les conditions sont relativement exigeantes. C'est-à-dire que quand vous arrivez, si vous intégrez concours à elle, je ne sais pas, en lettres et que vous voulez rejoindre le département de philosophie, il faut vous manifester tout de suite auprès du département de philosophie, donc dès les 2 premières semaines, enfin la première semaine de votre arrivée à l'école parce que, il y a des conditions donc, de cours à valider en philosophie pour pouvoir ensuite, à la fin de l'année, solliciter un changement de département. On demande la validation de 6 cours, donc, des cours notamment, on va dire, de formation de base, donc un cours de méthodologie, un cours de philosophie générale, des cours d'histoire de la philosophie, on en réclame au moins 2 pour que vous ayez une formation sur les classiques, et puis ensuite, vous pouvez choisir quelques cours dans la liste, enfin dans les maquettes. Mais voilà, ça fait 6 cours à valider sur l'année, en plus de vos cours dans le département dans lequel vous avez été reçu. Donc ça fait une année très lourde. Et à l'issue de cette année où vous avez validé des cours de philosophie en plus, la direction du département examine vos notes et décide si elles sont suffisantes pour justifier un changement de département. Donc le fait d'avoir suivi les 6 cours n'est pas une garantie qu'on acceptera votre changement de département. Et pourquoi est-ce qu'on est aussi exigeant? C'est parce que l'idée, c'est vraiment de s'assurer que si vous changez de département, vous avez le niveau pour suivre la scolarité en philosophie et notamment pour passer le concours, l'agrégation de philosophie, ce qui suppose un niveau assez élevé. Alors, deux questions. Alors, je crois que ça se terminera à 20h30, donc peut-être encore deux questions, peut-être une troisième après si on a le temps. Mais alors, je pose la première question. Bonsoir, hein. Est-il possible de candidater à la fois en M1 et en prémaster? En cas de cube, les notes du concours en cube sont-elles prises en compte ou seulement les notes obtenues en première année de Cagne? Merci. Alors, oui, vous pouvez candidater sur les 2 voies,
soit vous arriverez, vous ferez en M1 pardon, en diplôme 1 et vous ferez 4 années, soit vous arriverez en diplôme 2, master 1 et vous ne ferez que 3 années. Et quand on examine votre dossier alors que vous avez QB, ce n'est, là j'ai un petit doute, donc Didier, tu me diras si tu te rappelles mieux que moi, mais il n'y a que les notes du premier concours qui sont prises en compte parce qu'on ne connaît pas encore celles du deuxième. Oui, c'est ça. Mais par contre, les notes de l'année, évidemment, de la deuxième année sont prises en compte aussi. Euh, Alors les bulletins scolaires, oui, les tous. bulletins scolaires sont pris en compte, oui. On a tous les trimestres hypocagne et des deux cagnes, les avis de vos professeurs, les lettres de recommandation, mais pour les notes du concours, on n'a que celles de la première cagne. Alors, toujours sur ces notes-là, en termes de résultats, notes de CPGE et de concours, la spécialité semble particulièrement importante, comme vous l'avez dit, mais pourriez-vous préciser plus concrètement la fourchette des résultats attendus? Voilà. Résultats du premier et du dernier admis sur dossier et sur concours, les notes sont-elles sur le site? Non, nous n'avons pas mis les notes sur le site. Une fourchette, c'est compliqué de. Il faudrait des statistiques un peu précises parce que si je vous dis ça de mémoire, ça risque de. Donc je ne peux pas répondre à cette question de manière quantitative. Bah, c'est surtout que le dossier, c'est pas simplement les notes. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, quelqu'un peut avoir d'excellentes notes et un projet de recherche qui ne tient pas du tout la route, et donc ça va affaiblir son dossier. Quelqu'un peut avoir des notes, alors évidemment pas médiocres, mais peut-être légèrement moins bonnes, mais avoir un projet qui est particulièrement intéressant et qui va nous amener à le retenir. Donc le problème des notes, évidemment, il faut viser les notes les plus excellentes, c'est-à-dire que on peut considérer qu'une note d'excellence, c'est à partir de ce qui correspond en général à une mention très bien, c'est-à-dire un 16. Voilà, là on commence à avoir des choses, mais là encore, c'est pas quelque chose qui dépend uniquement de la question des notes, c'est vraiment tout un ensemble, la motivation, le projet de recherche, les lettres de recommandation, bref, c'est la totalité du dossier qui est examiné et pas juste la question des notations. Disons qu'il n'y a pas de systématicité, d'autant que on va avoir des gens qui ont souvent dans le haut du panier tous de très bonnes notes. Et donc la sélection va se faire forcément sur autre chose. Le projet est véritablement très important. Mm. Bon, ceci dit, si vous avez 8 de moyenne, euh, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune chance. Voilà. Benjamin, je suis pas sûre de comprendre la dernière question. C'est ça. Est-il? Alors, Ouais. alors, je crois comprendre, est-il possible d'effectuer une cagne Ulm, donc une classique, et de former au terme de sa cagne un projet de recherche qui puisse être examiné sur le dossier à l'ENS de Lyon? Donc, est-ce qu'en fait, en partant d'une cagne Ulm, on peut candidater sur dossier à l'ENS de Lyon? J'imagine que c'est ça. Ah oui, Oui, bah ben, en oui, oui, fait, les bien sûr. dossiers sont ouverts à tous les candidats ou que vous ayez fait votre préparation comme cagneux, même si c'est une cagne classique. Oui, tout à fait. Mm. Oui, on a beaucoup de cas d'ailleurs, hein, de gens qui ont fait des câlins classiques. Une idée du nombre de candidatures, ouh là là, ça change chaque année. En première année, en pré-master, il me semble, Didier, que c'est une quarantaine de candidatures, non, plus. Oui, c'est à peu près dans ces eaux-là. Et ensuite, par parcours de master, c'est très variable. Bon, le parcours d'épistémologie, bon, on va dire une dizaine de candidatures, il y a moins de gens qui candidatent, parce que c'est assez technique. En histoire de la philosophie et en philosophie contemporaine, on avait entre 20 et 30 candidatures, je crois. Oui, voilà, dans ces eaux-là, oui. Voilà, donc une quarantaine, 40-50 pour les pré-masters, enfin pour les DIP 1, et on garde 8 personnes, 7-8 personnes. Et en DIP 2 M1 par parcours, là c'est beaucoup plus sélectif. On a donc en gros une vingtaine de candidatures pour les deux parcours, histoire de la philosophie, philosophie contemporaine, et une dizaine pour LHPST, on a une place. Mm. Donc c'est parce qu'on a fait le choix de prendre plus de personnes sur dossier en première année pour pour accompagner les étudiants et les étudiantes plus longtemps et s'assurer d'une formation solide pour s'assurer des meilleurs résultats à l'agrégation 2 ou 3 ans après l'entrée à l'ENS de Lyon. Eh bien voilà, je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat. Euh,
Eh bien, merci. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir animé la séance de questions. Je suis Merci. navrée pour les diapos là, que vous avez ratés au début, mais l'essentiel a été dit. Comme vous pouvez réécouter les vidéos, puisque ce sera enregistré et rediffusé sur YouTube, vous aurez la version audio. Désolée, il y aura le son, mais pas les images. Et bon courage à tous pour votre fin d'année et pour vos candidatures. Merci encore. Bon courage, merci à tous.